Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'École des Chartes. Vous êtes particulièrement nombreuses et nombreux ce soir et j'en suis véritablement ravie. Donc bienvenue pour cette conférence du cycle mardi de l'École des Chartes, conférence intitulée « Deux familles en révolution, Bourbons et Bonaparte au prisme des archives ». Donc une conférence qui prendra la forme, je pense, d'un échange, d'une conversation entre deux confrères, Vincent Eguélé et Charles-Éloi Vial, qui sont donc respectivement archivistes paléographes de la promotion 2006 et de la promotion 2011. Quelques mots donc pour les présenter. Vincent Eguélé, vous êtes donc conservateur des bibliothèques, archiviste paléographe, on vient de le dire, directeur de la bibliothèque municipale de Versailles. Vous êtes un spécialiste reconnu de la période napoléonienne. Vous avez d'ailleurs consacré votre thèse d'école des chartes à la correspondance de Joseph Bonaparte avec son frère Napoléon, correspondance qui du coup, dans la foulée, était éditée chez Talandier dès 2007. Vous avez ensuite consacré, toujours aux relations entre les deux frères, une étude publiée toujours chez Talandier en 2010 et qui vous a valu le prix Premier Empire de la Fondation Napoléon. Vous poursuivez vos recherches sur le Premier Empire. La place, c'est une question tout à fait intéressante de la famille, des réseaux familiaux dans le système napoléonien. Et vous êtes ici ce soir pour nous présenter plus particulièrement votre étude qui s'intitule Napoléon et les siens. Voilà, merci en tout cas beaucoup pour votre présence ce soir. Charles-Éloi Vial, vous êtes donc également archiviste paléographe, on vient de le dire, également conservateur des bibliothèques, conservateur au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France depuis donc 2012, plus particulièrement au sein du service des manuscrits modernes et contemporains. Vous aussi, vous êtes un spécialiste reconnu de la période napoléonienne, ayant consacré votre thèse d'école des chartes aux chasses impériales de Napoléon Ier, et ensuite ayant écrit sur la période révolutionnaire et celle de l'Empire un nombre, je trouve déjà totalement remarquable d'ouvrages. D'ailleurs, on avait le choix entre vous solliciter pour l'ouvrage de ce soir qui s'intitule La famille royale au Temple et un ouvrage paru quasiment concomitamment qui est intitulé Napoléon à Sainte-Hélène, l'encre de l'exil. Mais bon, voilà, vous avez fait votre choix, donc vous nous parlerez de la famille au Temple, famille royale au Temple. Alors, ce qui vous rassemble ce soir, et évidemment, je vais rassurer le public en lui précisant que je n'en ai que pour quelques secondes, en vous laissant la parole très très vite. Ce qui vous rassemble ce soir, c'est, je pense, une méthode qui est celle précisément que l'on enseigne ici, à savoir véritablement cette approche profonde et intime des sources que vous allez dont vous allez nous dévoiler un certain nombre de secrets. Effectivement, on a affaire a priori à des périodes qui ont déjà fait couler beaucoup d'encre, à des personnages des périodes plutôt connues. Mais sur cette période comme sur d'autres, effectivement, les sources sont d'une part très nombreuses. Beaucoup sont encore méconnues. On ressasse, en fait, on sait très bien que beaucoup d'ouvrages reprennent des données qui sont déjà connues et qu'en revanche, la plongée dans les archives offre toujours un regard neuf, inédit et qui permet véritablement de renouveler les problématiques. C'est vraiment ce qu'on enseigne, il me semble, à l'École des Chartes, puisqu'on exige au sortir, pendant la scolarité et au sortir de cette maison, la rédaction d'une thèse qui précisément porte sur des sources inédites. L'esprit chartiste, l'analyse, je dirais critique chartiste, c'est aussi de savoir, une fois qu'on a débusqué ces sources méconnues, inédites, de savoir les critiquer, les analyser avec effectivement la neutralité et l'impartialité requises, ce qui sont des qualités effectivement qui doivent être celles de tout bon historien, mais qu'on met particulièrement à l'honneur effectivement au sein de cette maison. Donc quand on effectivement du point de vue de la méthodologie que l'on transmet. Donc vous vous livrez sur cette base tous deux à une véritable enquête
dans les méandres des archives et vous allez nous en faire part avec bonheur. Je suis vraiment extrêmement heureuse de vous accueillir tous les deux ce soir pour nous permettre de découvrir ces méandres archivistiques et tout ce qu'on peut en tirer. Merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et pour cette belle conférence à venir. Vous voyez, le public vous attend. J'en finis parce que je ne peux pas être trop longue. En tout cas, encore un grand merci pour votre présence ce soir. Merci. En fait, on va se passer le micro. Voilà. Alors sinon, vous avez des micros de table. Oui, mais on va utiliser ce micro pour commencer, et ensuite après pour les questions. Eh bien, merci Madame la Directrice pour cette introduction qui, je crois, nous a permis de comprendre un peu, de prendre une certaine distance finalement avec nos propres recherches, puisque nous avons, en fait, Charles Éloi et moi-même ne présentons pas un résultat définitif, mais nous sommes toujours en cours en réalité de travaux, et les quelques ouvrages qui ont été signalés ne sont en fait que les jalons de cette recherche qui, j'espère, va encore se poursuivre pour quelques années, si tout va bien, évidemment. Donc, il est évident qu'en 2006, lorsque j'avais soutenu ma thèse d'École des Chartes sur l'édition de cette correspondance entre Joseph et Napoléon, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui est un peu le début de ce parcours sur les traces des Bonaparte, je dois avouer que je ressentais à l'époque une profonde insatisfaction par rapport au travail que j'avais mené, que de cette insatisfaction, finalement, est né non pas un sentiment de laisser tout tomber et de se concentrer peut-être sur le métier seul de conservateur, mais je pensais que si nous étions passés par l'école des Chartes, c'était pour pouvoir justement continuer à faire les deux, et que il n'y a aucune honte justement à pouvoir mobiliser à la fois ses connaissances pour le bien des chercheurs, mais aussi pour ses propres travaux. Et donc, de cette insatisfaction est né le besoin de reprendre le travail qui avait été présenté. Ça a donné lieu effectivement à cette première publication, mais aussi de continuer à explorer le système familial napoléonien, pour lequel en effet, on aurait pu penser qu'une grande part avait déjà été dite, notamment à travers les travaux de Frédéric Masson, qui sont un peu l'Everest de la recherche sur la famille Bonaparte. Mais en réalité, entre le moment 1897 et 2006-2007, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de fonds aussi sont entrés dans les collections publiques. Et nous avons eu de nouvelles perspectives de recherche, notamment grâce aux différentes écoles qui se sont succédées au cours du XXe siècle. Et donc, à partir de cet instant-là, le travail sur la biographie, le travail sur les statistiques, l'économie, et pas seulement uniquement l'histoire militaire, puisque pendant très longtemps aussi, il faut reconnaître que l'histoire impériale a été, et avant tout, une histoire militaire. Eh bien, tout cela a permis, je dirais, de changer la façon de faire, de changer le rapport aux sources et d'amener ces nouvelles perspectives. Alors, je me suis permis de prendre la parole en avant parce que je suis le plus vieux autour de cette table, mais je crois que Charles Éloi va me dire exactement la même chose. Oh là là, oui Vincent, tout à fait, tu as raison. Enfin, j'ai aussi travaillé sur l'Empire, j'étais aussi très peu satisfait de ma thèse des Chartes que j'ai pu transformer en thèse de doctorat. C'était un petit peu mieux. Puis finalement, on se met à écrire des livres, on se met à trouver toujours de nouveaux fonds qui parlent de sujets qu'on a déjà traités. On se dit si seulement je les avais connus. Et on finit toujours par travailler, par remettre l'ouvrage un peu sur le métier. Et enfin, je dois dire que si j'en suis venu à la Révolution après avoir beaucoup sévi du côté de l'épopée napoléonienne, c'est aussi parce que j'avais une forme d'insatisfaction par rapport à ce que j'avais appris. Non pas qu'on ne m'ait pas appris la Révolution française en prépa, ou même ici on en parlait un petit peu, mais j'ai toujours trouvé que l'école historique autour de la Révolution s'était un petit peu enlisée dans des conflits qui étaient plutôt idéologiques, qu'on manquait de travaux basés sur les sources. Il y en avait finalement très peu. On a du François Furet, on a du Jean-Clément Martin, on a des
des débats entre historiens qui sont toujours extrêmement denses, extrêmement complexes et qui montrent que la Révolution est quelque chose de très sensible encore de nos jours. Mais il n'y a que peu de chartistes qui se sont penchés sur la question, pas depuis le pauvre et regretté Cochin qui est mort en 1918, si je me souviens bien. La Révolution a quand même fait fuir un petit peu les chartistes à cause sans doute de ces débats. On préfère travailler tranquillement dans la torpeur d'un dépôt d'archives plutôt que d'être exposé à des disputes entre universitaires. Finalement, j'en suis revenu un petit peu aux sources et je me suis dit, je veux travailler sur l'histoire de la famille royale au Temple. C'est un sujet comme un autre, c'est un sujet qui a ravi mon éditeur parce que ça fera toujours vendre ce genre de sujet, donc il était excessivement heureux, mais je voulais le traiter comme un chartiste, c'est-à-dire traiter ça à partir des sources. Et l'enjeu des sources pour un tel sujet, c'est qu'il faut vraiment les retrouver. Alors, je vais faire un peu mon conservateur du département des manuscrits, c'est le métier qui revient au galop, et puisqu'il y a peut-être quelques étudiants dans cette salle, du moins je l'espère, évoquer un petit peu les outils de travail, si tu auras peut-être des choses à rajouter à leur sujet, mais quand on veut travailler sur un sujet tel que la famille royale au Temple, il faut déjà partir du principe que tout n'a pas été dit, que toutes les sources n'ont pas été découvertes, et que si l'on revient aux documents originaux, on va forcément réussir à trouver du neuf et peut-être même trouver des documents que personne n'avait encore vus. Alors, le problème des sources, donc c'est plus fort que moi, mais naturellement, une capture d'écran du catalogue du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. On pense toujours que les fonds du département des manuscrits, c'est ou de l'histoire médiévale ou de la littérature ultra-contemporaine, et on oublie un petit peu qu'il y a des choses qui se sont passées entre. C'est déjà un fonds extrêmement riche pour la période napoléonienne, je m'en suis rendu compte depuis que j'ai pris mes fonctions, et je m'en suis servi, j'en ai fait profiter Vincent et d'autres collègues, mais c'est aussi un fonds très riche pour la période révolutionnaire, puisqu'on y retrouve beaucoup de papiers qui auraient dû être déposés aux archives nationales, beaucoup de papiers publics, qui se sont retrouvés un peu par hasard à la bibliothèque, soit que des fonctionnaires aient emporté leurs papiers avec eux, ou alors ils ont été guillotinés et leurs papiers se sont perdus et se sont retrouvés un peu par hasard à la bibliothèque. Mais on retrouve par exemple les papiers des différentes sections de la municipalité de Paris sous la Révolution, ce qui est extrêmement riche. On retrouve des correspondances de certains membres de la Convention. On retrouve ce que je vous ai mis ici, une partie des archives de Palois, qui est cet architecte extrêmement intéressant pour la période, qui a démoli la Bastille en 1789 et qui a réaménagé le Temple en 1792. Donc un personnage assez symbolique, qui est un peu à la charnière de beaucoup de choses. Donc quand on cherche, on trouve. On peut commencer à travailler ces documents, à les étudier, à les critiquer. Pareil, si l'on regarde les autres catalogues, on trouve des choses à la Bibliothèque Thiers, qui est une bibliothèque à laquelle je suis extrêmement attaché parce qu'elle conserve les papiers de Frédéric Masson. Il y a beaucoup de papiers qui sont des copies d'érudits du 19e siècle dans cette bibliothèque. Il y a aussi quelques originaux. Et l'on peut retrouver, par exemple, des livres d'écrou du Temple qui traînent là. On ne sait pas comment. Est-ce que ça a été volé puis racheté? C'est un peu un mystère. Naturellement, il faut également parler du catalogue Calam pour les manuscrits de l'enseignement supérieur, pour les manuscrits pas... non, pardon, ça c'est pas Calam, ça c'est le CCFR, excuse-moi. Oui, Calam, j'en parlerai plus tard. Donc le CCFR pour par exemple la bibliothèque historique de la ville de Paris, la bibliothèque municipale de Versailles. Donc si l'on y cherche, on trouve beaucoup de choses. Et finalement, cette mise en ligne massive des sources, enfin, des catalogues, permet d'avoir un état des sources très abouti extrêmement rapidement. Et là, on gagne peut-être du temps par rapport à nos prédécesseurs, puisque l'on va très vite avoir une quantité de cotes absolument phénoménale à consulter. Alors évidemment, les archives nationales, quand les archives nationales ont mis en ligne leurs inventaires, ça a été pour tous les historiens une sorte de grand bond en avant. C'est dommage qu'ils aient déménagé en banlieue et qu'ils soient tout le temps fermés, mais ça c'est un autre problème. En tout cas, là aussi, ça permet de faire ressortir, grâce au moteur de recherche, des papiers concernant la comptabilité du temple. Il y en a plusieurs dizaines de cartons entre les archives du ministère de l'Intérieur, les archives de la police. Ils ont été vus naturellement, ils ont été consultés, mais le fait qu'ils soient signalés sur Internet, qu'ils puissent être commandés en un clic, ça fait gagner un temps très considérable et ça permet de les voir tous très rapidement et donc de se faire une idée rapidement très juste de ce qui est conservé dans ces archives. Alors, évidemment, je ne vous ai pas mis de capture d'écran du catalogue
Calame pour l'enseignement supérieur, mais c'est le même principe. On retrouve des épaves de papier révolutionnaire à la bibliothèque de la Sorbonne, par exemple. On en retrouve à la bibliothèque de l'Institut, où il y a les papiers de Philippe Égalité qui sont assez peu consultés, des papiers de Joseph Bonaparte également. Donc c'est une surprise, et finalement le chartiste un peu geek du 21e siècle peut réussir avec son ordinateur à très vite avoir un état des sources très riche, sans compter qu'il y a également des bouquins qu'on retrouve sur Internet. On peut aller voir par exemple ce gazetier révolutionnaire qui synthétise ce qui se retrouve sur Google Books, sur Gallica ou sur d'autres sites de bibliothèques américaines pour la presse de la Révolution et de l'Empire. Donc ça fait là aussi des documents que l'on peut utiliser. Et bon, naturellement, aux Archives nationales, il y a le fonds Napoléon. Donc finalement, on a toutes ces sources, on a cet état des sources manuscrites, des sources imprimées de diverses origines, dont il faut parfois retracer l'histoire. Et plus on en a, plus on arrive naturellement à les croiser et à en faire également la critique, ce qui est un peu l'enjeu quand on travaille sur le temple, puisque l'histoire du temple, c'est surtout écrite à partir de récits de témoins qui sont très connus, qui ont été des révolutionnaires, qui ont gardé la famille royale au temple. Quand on les soumet un petit peu à la critique, quand on compare avec les archives, on se rend compte que la plupart de ces récits sont ou complètement faux, ou extrêmement enjolivés, parce que les événements ne correspondent pas. Ils disent qu'ils étaient présents au temple à un moment où précisément écrit noir sur blanc qu'il n'y était pas. Donc on arrive là aussi à les critiquer différemment grâce à tout ce qu'on peut retrouver en ligne. Ça facilite considérablement le travail. Alors, je ne sais pas si tu veux parler un petit peu du fonds 400 AP. En fait, je vais même aller un peu au-delà du fonds 400 AP, puisque en réalité, pour ce qui me concerne, j'ai toujours trouvé que le travail des sources était souvent bien plus intéressant que la rédaction en soi, parce qu'elle permet, à condition bien sûr que l'on maîtrise le temps que l'on a devant soi, mais ce travail permet finalement d'emprunter des voies qui ne sont pas nécessairement celles que l'on aurait empruntées dans un premier temps. Et surtout, là, si je puis me permettre, c'est qu'il faut de temps en temps, il ne faut pas seulement se fier aux seuls inventaires qui existent, il ne faut pas hésiter à aller voir directement sur place. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque j'ai entamé le travail sur Napoléon et les siens, avant même de me poser la question de reprendre la généalogie compliquée des Bonaparte, sur laquelle on a des éléments mais très, très disséminés, eh bien, il fallait peut-être parler de la Corse dans un premier temps, de revenir à un aspect, je dirais, plus géographique, plus économique. Et dans ce cas-là, il n'y avait pas que les papiers Bonaparte qui pouvaient être intéressants et amener des éléments permettant de comprendre le processus politique dans lequel les Corses se sont engagés tout au long du XVIIIe siècle et auquel les Bonaparte ont appartenu jusqu'au moment où ils se rallient à la cause du roi de France. Et donc là-dessus, eh bien, c'est vrai que la possibilité de pouvoir interroger certains des collègues, et je crois que Charles-Éloi l'a dit, mais il nous arrive souvent d'échanger en réalité nos bons tuyaux, un peu comme des chercheurs de champignons, je dirais, qui ont trouvé un bon filon. Et à la Bibliothèque nationale de France, par exemple, je me suis intéressé à un manuscrit laissé par l'un de nos lointains confrères, Francis Mollard, qui était archiviste de la Corse à la fin du XIXe siècle, qui n'avait pas travaillé sur les Bonaparte, mais grâce à qui j'ai justement pu orienter mon travail sur le phénomène révolutionnaire de 1729, sur cet appareil politique qui se crée en Corse et sur lequel les Bonaparte d'Ajaccio vont se greffer. Et là, j'avais en effet des pistes qui, je pense, je n'aurais peut-être pas suivi si je m'étais simplement contenté, faire un peu comme tout le monde, c'est-à-dire d'aller voir les archives du 400 AP désormais numérisées, c'est pour ça que je me suis permis cette capture d'écran, mais il faut en effet élargir son cercle et son intérêt. C'est peut-être là, je dirais, le secret d'une bonne recherche, parce que il faut accepter, je pense, de tomber sur des choses qui ne vont pas vous paraître utiles dans un premier temps, mais qui, au moment où justement vous allez vous lancer dans la rédaction, il y a un élément, une lettre, notamment, qui veut dire « Ah, mais ça, j'ai vu quelque chose radicalement différent, mais j'ai vu un détail qui me rappelle un paragraphe dans un autre manuscrit. » Et c'est comme ça que l'on construit, en réalité, on reconstruit une époque
et les sentiments qui ont pu habiter certains des personnages. Bon, moi, je refuse, par exemple, l'artificialité de se mettre à la place d'eux, d'imaginer, etc. C'est vrai qu'on se coupe peut-être parfois d'un élan, d'un élan lyrique, mais en revanche, on arrive bien mieux à cerner des détails qui ne nous apparaissaient pas évidents au début. Par exemple, concernant le père de Napoléon. Au début, je m'étais dit, je vais lui, sans doute, si j'arrive à trouver de quoi faire la matière pour 3-4 paragraphes sur Charles Bonaparte, je serais content. En réalité, j'en ai fait quasiment 2 chapitres. Parce que Charles Bonaparte, illustre inconnu finalement de l'histoire, a laissé bien plus de papier déjà qu'on a pu le croire, mais surtout dans sa correspondance familiale, alors qu'il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver fondateur d'une dynastie, hein, eh bien, il y a des éléments que j'ai pu croiser, comme je vous disais, avec les manuscrits, par exemple le manuscrit Mollard de la BNF, par exemple le fait que, en tant qu'Ajaxien, il s'estimait au-dessus des autres Corses, parce que Ajaccio étant un préside tourné vers la mer, tourné vers la France, on trouve dans le manuscrit Mollard, par exemple, que les Ajacciens estiment qu'ils sont redevables du bon esprit français, contrairement aux sauvages de Corse à l'intérieur, et que du coup, et les Français aiment bien la conversation des Ajacciens pour cette précision. Eh bien, qu'est-ce qu'on lit dans la correspondance de Charles? Des réflexions où, par exemple, lorsqu'il brigue le poste de procureur du roi, il va trouver insupportable qu'un non-ajaxien puisse être nommé à sa place. Il écrit même qu'il préférerait que ce soit le diable en personne qui obtienne cette place. Et il y a des éléments sur, je dirais, la façon de penser, la façon d'être de ce petit aristocrate du début milieu du XVIIIe siècle, qui ne pouvait pas apparaître à travers les simples travaux biographiques qui lui avaient été consacrés. Alors c'est vrai qu'on connaît des éléments, notamment qui ont donné lieu à controverse. Voici un extrait de son livre de raison, qui est aussi conservé à la Bibliothèque nationale de France. Il a pu faire l'objet de certaines interrogations, parfois tout à fait malhonnêtes. Il faut le reconnaître, comme quoi ça aurait été un faux fabriqué pour une raison directe. Eh bien, des éléments antérieurs à l'année 1780 ne correspondent pas à des éléments que l'on possède dans les archives corses. Oui, c'est normal, parce que si on regarde de près, le fameux livre de raison de Charles n'a été commencé qu'en 1780. Donc tout ce qu'il rapporte comme fait antérieur, il ne s'appuie que sur sa mémoire propre, personnelle, sans avoir cherché dans d'autres papiers. Et donc il y a des éléments qui sont fautifs, comme, et là aussi la porte ouverte à n'importe quoi, les dates de naissance de ses enfants survivants, qu'il a pu raturer à plusieurs reprises, parce que entre la date de la naissance véritable, la date du baptême, qui a pu survenir des années plus tard après la naissance, eh bien, je vous mets au défi de vous souvenir de certains éléments, même touchant votre famille proche, à la date près. Et donc, à une époque où il n'y a pas de carnet de famille, où il n'y a pas d'éléments permettant, même d'état civil corse, tout simplement, comme on en aura un peu plus tard, eh bien, ces éléments-là, Charles a dû les reconstituer en s'appuyant sur sa mémoire propre, comme il reconstitue de façon un peu fantaisiste l'arbre généalogique familial. Merci Vincent. C'est toujours extrêmement éclairant de t'écouter parler de ce journal qui a été très décrié, qu'on était presque prêt à foutre à la poubelle à un moment, mais finalement, on va le garder, je pense, en tout cas un petit peu. Alors, vu qu'on est censé faire ça sous la forme d'un entretien, c'est ça? Donc là, nous nous sommes posé la question mutuellement de savoir quel était notre rapport aux sources et comment nous nous en servions. Peut-être qu'on passe à la question numéro 2, qui va être celle d'étudier double trajectoire, donc une trajectoire qui descend, celle des Bourbons, et une trajectoire ascendante qui va être celle des Bonaparte qui prennent leur essor sous la Révolution. Alors peut-être que je commence du coup. Alors, donc effectivement, il y a cette différence fondamentale entre les Bonaparte et les Bourbons, mais tu me contrediras peut-être, c'est que les Bonaparte ont tout de suite compris les avantages qu'ils pouvaient tirer de la Révolution pour favoriser leur ascension sociale, qui était peut-être un poil en panne en 1789, alors qu'au contraire, les Bourbons vont tout perdre à la Révolution,
probablement parce qu'aucun d'entre eux n'a été capable d'en saisir les enjeux ou d'en comprendre vraiment les causes profondes. Ils ne semblent même pas en mesurer vraiment le danger. Ils sont complètement inconscients, que ce soit en 1789 à Versailles ou en 92 aux Tuileries. La réalisation qu'il peut y avoir un danger, notamment du fait de la menace populaire, ne leur vient que très très tardivement, au moment où il est trop tard. Ils ont toujours un petit peu un coup de retard sur les événements et ils jouent un petit peu à contre-temps. Alors, c'est ça qui les amène finalement au temple. Et alors un document que je voulais vous montrer, car je le trouve assez frappant, qui est ce document ici, qui est une simple facture, très bête, on retrouve ça dans les archives nationales, donc en F4, les archives du ministère de l'Intérieur. Donc on est après la prise des Tuileries en août 1792, donc le 10 août, la famille royale doit quitter le palais qui est pris d'assaut. Ils se réfugient dans les locaux de la législative. Le roi est suspendu et ils sont entassés dans quelques pièces en attendant quel est leur sort. Ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de vêtements, ils n'ont plus d'affaires. Et on a là une facture qui mentionne l'achat pour Monseigneur le Prince Royal d'un petit chapeau avec une cocarde tricolore. C'est tout à fait émouvant. On imagine que Louis XVI a dû demander à ce qu'on essaie d'émouvoir les députés en lui donnant un chapeau avec une cocarde tricolore. Et c'est probablement la dernière appellation Prince Royal que l'on retrouve, puisque l'appellation de Dauphin avait été rendue obsolète par la Constitution de 1790-91, et il devient le Prince Royal, il n'est plus le Dauphin, et cette appellation de Dauphin disparaît. Donc là, on est juste après la chute de la monarchie, juste après la prise des Tuileries, et on a cette facture d'un marchand de chapeaux. Donc c'est assez touchant, assez émouvant, et ça nous montre un petit peu cette situation complètement démunie face aux événements de la famille royale. Donc le roi est suspendu, mais on se rend bien compte que on va proclamer la République, qu'il ne sert vraiment plus à rien d'un point de vue politique dans l'immédiat. C'est pour ça que les députés vont vouloir s'en débarrasser. Alors ils songent à mettre le roi et sa famille ou au Palais du Luxembourg ou éventuellement Place Vendôme. Mais finalement, c'est la Commune de Paris qui va en obtenir la garde, qui va proposer de les installer au Temple. Et s'il les installe au Temple, c'est déjà une sorte de taquinerie, puisque le Temple, alors là, on peut se référer aux gravures pour comprendre un petit peu cette déchéance. C'est toujours utile de s'en référer aux documents iconographiques quand on a des archives en plus. Le Temple, tout le monde va penser au palais du Grand Prieur de France, donc qui est le palais qui était occupé par le comte d'Artois, le frère cadet de Louis XVI. Et en réalité, la Commune de Paris va faire croire à Louis XVI et à sa famille qu'on va les loger au Temple. On va leur faire visiter les appartements qu'on a éclairés, qu'on a dépoussiérés, qu'on a remis en état. C'est seulement à partir du moment où ils commencent à s'y installer au soir du 13 août 1792 qu'on les emmène dans cette tour qui est au fond du jardin, qui est absolument sinistre. Et si on les enferme dans cette tour, c'est vraiment par volonté de les faire basculer. Donc là, on est vraiment dans la déchéance qui commence, les faire basculer du monde luxueux des Tuileries qu'ils occupaient quelques jours plus tôt, un univers qui est à proprement parler carcéral. Et cela nous évoque à proprement parler la Bastille, une sorte de Bastille, de contre-Bastille aménagée pour le roi et sa famille, pour les punir d'avoir un jour été des souverains absolus. Et d'ailleurs, c'est ce côté très Bastille, on le retrouve là aussi quand on s'intéresse au plan, après avoir vu les factures du chantier. J'ai regardé qu'est-ce que ça donnait du point de vue de la topographie, et c'est extrêmement éclairant. On est à ce point effrayé que le roi et sa famille puissent s'enfuir, que l'on va couper la tour du temple du reste du monde. Donc c'est déjà un endroit extrêmement lugubre, et en plus d'être lugubre, on va démolir. Vous voyez que la tour du temple était enserrée dans des bâtiments qui sont ici en gris. Ces bâtiments vont être démolis, on va construire en quelques semaines un mur, donc vraiment on les sépare du monde extérieur. Donc c'est un chantier immense, mais là c'est une réalisation, vraiment j'ai eu ça assez tard finalement dans la rédaction du livre, parce que je voyais des factures pour des restaurations, construction de corps de garde, aménagement de cuisine. Mais finalement, quand on s'intéresse un petit peu à la topographie, alors là, vraiment l'éclair jaillit. On se dit, mais quelle horreur que cette prison, c'est incroyable, on a mis en place ce système en quelques semaines à peine. Donc c'est une prison frappante. La déchéance se poursuit naturellement. Alors je ne vais pas vous faire tout mon livre, sinon Vincent va être pas content parce qu'il ne pourra pas parler, mais évidemment, ils sont privés de leurs domestiques, ils sont privés de leurs proches, ils sont confrontés à une certaine promiscuité avec leurs geôliers. Il va y avoir l'épisode des massacres de septembre, à partir du 2 septembre, avec leurs proches qui vont être massacrés dans les prisons. Ils vont le savoir, évidemment, c'est une sorte de traumatisme pour eux, surtout avec le meurtre de la princesse de Lamballe, dont on promène la tête coupée autour de la tour du Temple dans l'espoir de la faire embrasser à Marie-Antoinette. Donc c'est un moment terrifiant pour eux.
La presse va naturellement hurler au loup et appeler au procès du roi. Donc il y a vraiment la déchéance. Et non seulement il y a cette idée de mort imminente avec le procès du roi qui s'annonce, de séparation, puisque Louis XVI est séparé de sa famille très tôt, à partir du 11 décembre 1792, donc l'ouverture de son procès, et il ne voit plus sa famille jusqu'au 20 janvier, donc la veille de son exécution. Donc là aussi, on a une séparation, donc c'est quelque chose d'assez rude, une déchéance terrible. Puis bon, après l'exécution du roi, le petit Louis XVII va avoir un sort peu enviable, je pense qu'on peut le dire. Il va être enfermé, il va tomber malade, il va souffrir du froid, de l'humidité, il va avoir des vers, il va faire une pleurésie, donc vraiment une santé qui se dégrade, moment terrible. Alors là, je ne résiste pas avec un peu d'iconographie romantique, c'est plus fort que moi, mais quand même, la séparation d'un enfant et de sa mère, c'est toujours un moment assez bouleversant, puisqu'on va confier le petit Louis XVII au cordonnier Antoine Simon, qui est là, en fait, pour lui laver le cerveau, pour en faire un parfait petit sans-culotte. Marie-Antoinette va être emmenée à la conciergerie, elle va être exécutée. La petite Marie-Thérèse et Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI, vont être enfermées, et quand on regarde dans les archives, alors oui, ça c'était l'exécution de Marie-Antoinette. Quand on regarde dans les archives, on se rend compte que finalement, la captivité va prendre un nouveau tour à partir du moment où Marie-Antoinette est exécutée. C'est qu'on va s'inspirer de ce qui se passe à la conciergerie, c'est-à-dire on les resserre dans une pièce, on les nourrit un peu comme les détenus de droit commun, et on va appliquer la même chose au temple, principalement pour des raisons d'économie. Donc à partir de l'automne 1793, donc la famille royale est enfermée dans une pièce, donc Madame Élisabeth et Marie-Thérèse dans une pièce. Ils ont froid, ils ont faim, ils ont un peu de bouillie le matin, un peu le soir, ils ont très peu de bois de chauffage, donc vraiment c'est un sort assez terrible. Et pour le sort du petit Louis XVII, je l'appelle Louis XVII là aussi parce qu'il faut bien le réintégrer dans la chronologie des rois de France. Là on a ce dessin qui est tout à fait frappant, qui est fait par Jean-Louis Prieur, qui est un administrateur révolutionnaire, qui a fréquenté le temple et qui a effectivement produit ces dessins en 1794 au moment où le petit Louis XVII était confié à Simon. Et là on a, du point de vue de l'étude de la topographie des lieux, c'est vraiment la porte d'entrée du temple. On peut la retrouver sur certains témoignages graphiques, donc c'est a priori quelque chose d'assez réaliste que cette représentation. Donc vraiment, pauvre petit, il en a bavé, et les sources, là aussi, viennent confirmer une partie de la légende, de même les mémoires de médicaments qui nous montrent qu'il était atteint d'une tuberculose osseuse, qu'il a énormément souffert à la fin de sa vie. Il est mort seul dans sa cellule. C'est ça qu'on confronte les archives des tours de garde, on s'en rend compte. En réalité, il est mort seul, il n'était pas entouré de qui que ce soit. Et finalement, donc, Madame Élisabeth a déjà été exécutée. Le petit Louis XVII meurt de tuberculose. Heureusement, Robespierre est passé à la guillotine, donc on est passé un petit peu à autre chose du point de vue de la Révolution, donc on est dans un contexte plus favorable, et finalement, la petite Marie-Thérèse va être libérée à l'automne, enfin au début de l'hiver 1795. On va l'échanger avec l'Autriche dans le cadre d'un échange de prisonniers, mais en quelque sorte, cette chute, pour elle, ne s'arrête jamais. Finalement, le Temple la poursuit jusqu'à la fin de sa vie, puisque après l'enfermement, elle connaît l'exil jusqu'en 1814. Elle va rentrer en France à peu près jusqu'en 1830, puis elle va mourir à nouveau en exil en 1851. Elle reste l'orpheline du Temple. On le lui rappelle constamment toute sa vie. Et le traumatisme qu'elle a eu pendant cette captivité, je pense, elle l'a en partie transmis. J'y repensais en préparant cette conférence. Elle l'a transmis à son neveu, le comte de Chambord. Elle lui a transmis sa haine de la Révolution, et cela a peut-être joué un rôle non négligeable dans l'évolution du royalisme et dans le déclin politique du royalisme au XIXe siècle. On a cette nostalgie du passé, cette haine du présent, cette haine de l'avenir, cette méfiance, et cela se retrouve peut-être dans la psychologie du comte de Chambord. Donc si on parle de la chute de la famille royale en partant de l'enfermement au Temple, c'est quelque chose qui peut nous emmener tout à fait loin jusqu'à l'orée de la Troisième République. Donc vas-y, parle-nous de l'ascension maintenant. Donc, oui, une trajectoire très descendante et une trajectoire ascendante. Mais néanmoins, il faut aussi insister sur la place de la Révolution dans le processus de la politisation des Bonaparte. Un processus qui, cependant, apparaît déjà dès 1765 avec le retour d'Italie de Charles Bonaparte, quand il se met au service de Paoli, lui et sa jeune épouse Laetitia, et que pendant plusieurs années, en fait,
Ils vont osciller entre la tentation d'une Corse indépendante, avec une constitution écrite par Jean-Jacques Rousseau, et la tentation finalement de faire de bonnes affaires et de s'enrichir grâce à un système de subventions mis en place par les intendants du roi de France. Sur la Révolution, en fait, les Bonaparte vont avoir des sentiments très partagés. Déjà, au sein même de la famille, on voit que tous n'ont pas la même vision de l'événement. Alors là, je vous ai mis le faux portrait de Bonaparte. Pourquoi le faux portrait? Parce qu'en fait, c'est une reprise d'un portrait peint pendant la campagne d'Italie en 1796, et on a prétendu pendant longtemps que c'était le portrait du jeune Bonaparte lorsqu'il était élève officier à Brienne, sauf qu'évidemment on ne portait pas les cheveux de cette manière-là quelques années avant la Révolution, mais pendant plus de 150 ans, ce portrait a été quand même donné pour authentique. Donc ça montre aussi un peu le rapport que nous avons avec l'imagerie, avec la sensibilité que nous forgeons par rapport à ces événements que nous croyons connaître. Et puis, donc, Lucien à côté, je pourrais rajouter bien sûr Louis et Joseph. Donc, ces 4 frères ont chacun une vision très personnelle et voire très nuancée sur la Révolution française. Joseph est un peu le modéré. Louis va incarner une sorte de royalisme romantique au sein de la famille, mais bien après 1800 en réalité. On ne sait pas trop ce qu'il pense auparavant. Quant à Lucien, c'est le Brutus Bonaparte, donc le jacobin de la famille. Et Napoléon fait un peu, je dirais, la synthèse de ces trois courants qui sont en réalité déjà la synthèse de son œuvre politique à venir. Mais là où c'est effectivement intéressant, c'est que la Révolution a incarné pour les Bonaparte à la fois un bien, dans le sens où elle a servi leurs intérêts, elle leur a permis de gagner en carrière, alors que cette carrière s'était brutalement arrêtée à la mort de Charles en 1785, couvert de dettes, le gouvernement qui veut leur faire rembourser les avances d'argent, ce qui va d'ailleurs les faire basculer très rapidement dans l'opposition au gouvernement royal. Et donc cette révolution qui va permettre à Napoléon de gagner en galon, à Joseph de devenir d'abord élu dans les institutions départementales en Corse, et après 1795 élu au Conseil des 500, eh bien néanmoins ils estiment en bon corse que des barrières ont été franchies et que celles-ci ont d'une certaine manière altéré l'ordre social et la composition même de l'ordre social en France. Napoléon, par exemple, va critiquer très fortement la tragédie Brutus de Voltaire parce qu'il estime que cette tragédie a pu inspirer les révolutionnaires plus que la personnalité réelle et antique de Brutus. Et notamment, il a eu le cas de son frère Lucien sous les yeux. Et Lucien, on sait, a eu un comportement parfois un peu direct durant ces années. Et donc, dans cette tragédie, en fait, il est dit, je paraphrase, mais il est dit en gros que dans une certaine adversité politique, les liens de la famille ne comptent plus. Et donc, en fait, c'est ça que Napoléon va reprocher quasiment toute sa vie, d'ailleurs, à la Révolution, c'est d'avoir porté atteinte à la cellule la plus sacrée qui soit, c'est-à-dire celle de la famille. Et on le voit très bien dans la démonstration de Charles-Éloi sur cette famille royale qui est proprement massacrée. Parce que théoriquement, le processus aurait dû s'arrêter à l'exécution du roi et n'aurait pas dû. C'est ce qu'on lit dans la famille royale au Temple, n'aurait pas dû continuer. Il y a même eu des discussions très, très avancées à la Convention pour savoir si on devait exécuter Louis XVII ou pas. Donc faire un personnage responsable à l'âge qu'il avait. Et ça, les Bonaparte vont en être très conscients que la Révolution a porté atteinte de près
à la cellule familiale, que ce qui devait ne pas sortir de la famille, c'est-à-dire les discussions qu'on peut avoir dans ce cadre sacré, sont devenus des objets de suspicion, avec notamment la loi des suspects qui autorise par exemple les visites domiciliaires. Et puis on va avoir, chose encore plus grave, des interrogatoires d'enfants pour savoir ce que leurs parents disent. Comme Louis XVII, mais on va l'avoir à de multiples degrés. Donc c'est cette critique-là qui va en fait nourrir le basculement à partir de 1795-96 de la famille Bonaparte vers, certes, la défense de l'idéal républicain, plus que révolutionnaire en réalité, mais à condition d'y mettre des barrières. Et c'est notamment au cours de la campagne d'Italie que Napoléon met en place une sorte de service curial autour de lui, qu'il va, d'une certaine manière, lancer des jalons pour ce qui est sa conquête du pouvoir, mais une conquête qui effectivement met la famille au cœur du processus. Et puis il est un dernier personnage très, très important, qui est le cardinal Fesch, qu'on oublie souvent, et qui en fait fait le lien entre chacun. C'est-à-dire que Fesch, donc pour vous rappeler très brièvement qui il est, c'est le demi-frère de Laetitia, la mère de Napoléon et de ses frères et sœurs. Et donc le cardinal Fesch, d'ailleurs, ça pourrait, je lance là un appel, il n'y a aucune biographie solide qui existe sur lui, on ne peut même pas dire qu'il y a eu de vrais travaux, hormis sur ses collections artistiques, mais sur la personnalité de Fesch, on ne dispose d'absolument rien, donc ça pourrait être un très beau sujet de thèse d'École des Chartes, par exemple. Fesch a aidé à construire le langage politique de ses neveux. Et là encore, les papiers du 400 AP se sont révélés fort riches et fort intéressants parce qu'on se rend compte, on a conservé dans les papiers du 400 AP les notes que Fesch utilisait pour construire ses prêches. Il était archidiacre de la cathédrale d'Ajaccio. Et là, surprise, qu'est-ce qu'on retrouve dans les premiers discours politiques, notamment de Joseph et de Lucien? Eh bien, tout simplement les prêches de l'oncle Fesch qui ont été laïcisés. Ils ne sont pas allés très loin. Ils ont retrouvé chez leur oncle, finalement, les grandes lignes et les grandes forces, enfin les grandes lignes de force, sur lesquelles ils vont pouvoir appuyer et sur lesquelles ils vont pouvoir construire leur conscience politique. Et Fesch, bien entendu, va encourager ses neveux dans cette voie et les accompagner durant les quelques années qui vont suivre et qui vont d'ailleurs être assez tragiques pour la famille Bonaparte, parce que rappelons qu'en 1793, eux aussi subissent non pas l'attaque des Tuileries, mais le sac de leur maison par les paolistes. Alors là-dessus, il faut revenir bien entendu sur les différents aspects de la politique corse. Je ne le ferai pas, mais pour laisser un peu de place aussi à Charles-Éloi. Mais néanmoins, il faut bien comprendre que cet événement est aussi un traumatisme. Autant pour les Bourbons, l'assaut des Tuileries en 1792 sonne le glas de leur existence politique, autant en 1793, au moment où les Bonaparte perdent leur maison, leur soutien, leurs alliés sur place, ils peuvent apparaître comme tout à fait désemparés et ayant perdu toute trace de leurs racines. Et c'est-à-dire qu'ils vont devoir recommencer sur place, sur le continent, une carrière qui aurait pu paraître interrompu. Mais en réalité, d'une certaine manière, Pasquale Paoli, qui avait été donc une source d'inspiration pour Napoléon, pour leur père, va leur rendre service en les expulsant de Corse, parce qu'ils sont mis devant un mur. Soit ils deviennent des réfugiés comme les autres et ils vont aller mendier des secours qui ne seront pas très gros, soit ils vont prendre la mesure de ce qu'ils peuvent obtenir en jouant de ce statut de réfugié, c'est-à-dire une place importante dans l'appareil à la fois politique et celui des commissaires des guerres, qui sont à la fois des militaires et des civils. Et là-dessus, Napoléon aura son premier coup de génie. C'est non seulement, bien sûr, le siège de Toulon que vous voyez ici, mais c'est le fait d'avoir
inscrit tout de suite ses frères, notamment Joseph et Lucien, dans l'appareil administratif. Joseph est commissaire des guerres, Lucien s'occupe d'un magasin un peu plus dans l'arrière-pays, mais on voit qu'il y a une stratégie familiale dès 1793 pour contrôler le terrain en Provence, mais en restant néanmoins assez prudent vis-à-vis de ce qui pourrait leur porter préjudice vis-à-vis de la terreur en cours. D'ailleurs, c'est pour ça on trouve intéressant également que Joseph, à cette époque-là, courtise les filles Clary, parce qu'on pense qu'il a un peu courtisé les deux au début, Désirée et Julie, qui appartiennent à la grande bourgeoisie marseillaise. On voit que dès 1793-1794, la famille a déjà idée de ce qui va se passer après la terreur, et que après cette terreur, eh bien, il va y avoir un retour à l'ordre, et que ce retour à l'ordre passe à travers les élites, non pas la haute aristocratie, elle a été quand même pas mal laminée, mais par le commerce, même s'ils s'en défendent, ils n'aiment pas les négociants, disent-ils, mais c'est là qu'ils vont trouver aussi une grande partie des revenus dont ils vont avoir besoin. Merci Vincent. Alors, question suivante que nous nous posons à nous-mêmes. Je crois que c'était sur... Non, oui, c'était je crois sur vision différente de l'Ancien Régime. Donc, alors on n'a peut-être pas tout à fait la même interprétation de cette question, mais comme on a préparé nos réponses séparément, on va chacun vous dire ce qu'on a compris. Alors pour moi, qu'est-ce que le temps finalement peut nous apporter comme vision rétrospective a posteriori de ce qu'a pu être l'Ancien Régime, des enseignements sur la société de l'époque qui finalement a quand même pas mal changé, mais pas tant que ça, c'est que le temple va fonctionner comme une sorte de microcosme qui rassemble toutes les composantes de la société. Alors on a évidemment le roi qui va être au sommet, mais on va avoir quelques serviteurs du roi ralliés qui nous rappellent un petit peu à quoi ressemble l'entourage de la cour, finalement le fonctionnement de la cour de Versailles. On a quelques ci-devant nobles qui sont eux aussi ralliés à la Révolution, qui vont apparaître dans l'entourage du temple, et avec le personnel nommé par la Commune de Paris, donc en fait ce sont des sans-culottes clairement qui sont envoyés garder le temple. On va trouver chaque jour 8 commissaires qui sont désignés pour garder le temple, et il y a toutes les professions possibles. Il y a à la fois des médecins, des enseignants, des notaires, des bons bourgeois, des tailleurs, des pâtissiers, des libraires, enfin on a absolument toutes les professions. Donc là on a une société en microcosme qui nous rappelle pas mal celle de l'Ancien Régime, et les tensions qui vont naître au sein de cette société avec la proximité du roi, avec ceux qui sont plus ou moins riches que les autres, qui se jalousent. Finalement, ça nous rappelle aussi les tensions sociales qui pouvaient exister dans la société à la toute fin de l'Ancien Régime, et finalement les privilèges, enfin la nuit du 4 août et l'abolition des privilèges n'ont pas tout gommé, n'ont pas tout fait disparaître, et l'on retrouve encore une société basée sur les privilèges qui se construit dans cette prison du Temple. Et comme c'est une prison où il y a énormément d'argent, c'est une prison où on va essayer de payer tant bien que mal, malgré les difficultés financières de l'État, on va payer même en monnaie métallique et pas en assignat. Donc il y a de l'argent, donc il y a forcément de la corruption, il y a de la faveur, il y a des positions un petit peu héréditaires, on va dire, ou des réseaux familiaux qui se recréent au sein de cette prison. Donc là aussi on retrouve une attitude qui est assez proche de celle de l'Ancien Régime. Il y a un autre écho un peu inattendu de la société de Versailles que j'avais retrouvé, c'est finalement dans le service des domestiques que Louis XVI avait aux Tuileries, qui l'ont suivi au Temple. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a, le plus connu, c'est Cléry, le valet de chambre de Louis XVI, mais finalement, ils continuent leur service, et pour eux, l'Ancien Régime ne s'est pas terminé. L'on voit dans un document que Cléry avait... je vous ai mis un portrait de Cléry, je n'avais pas pris en photo le document, mais on voit dans un document que Cléry a rempli après son départ du Temple que ses états de service, mais il commence, je crois, en 1785 quand il arrive à Versailles, et il continue jusqu'à son expulsion du Temple en 1793. Pour lui, c'est toujours la maison du roi, c'est toujours la vie de cour, et cette persistance d'Ancien Régime va même être un des points que la presse révolutionnaire va reprocher au fonctionnement de la prison du Temple, en disant que le Temple fonctionne un peu comme Versailles, et que les cuisines du Temple sont organisées comme celles de Versailles. D'ailleurs, les légumes viennent du potager du roi à Versailles au début, donc c'est quand même étonnant. Il y a un petit gobelet, un grand gobelet, il y a quand même un Ancien Régime qui se perpétue à lui-même, et que l'on retrouve également, et ça aussi ça m'avait frappé, on le retrouve dans la typologie des documents d'archives
de la prison du Temple. Alors, je vous en ai mis un ici qui vient de la bibliothèque municipale de Versailles, ce qui fera plaisir à Vincent. Mais les documents écrits par les domestiques venant des Tuileries vont avoir une écriture finalement assez belle, qu'on le retrouve dans certaines des factures de la Maison du Roi, sous série O1 aux Archives nationales. On retrouve les mêmes écritures, on retrouve la même façon d'organiser les documents comptables, et ensuite, plus important et plus intéressant, dans les documents de validation qui sont délivrés par le ministère de l'Intérieur, qui va ensuite accorder les sommes d'argent en fonction de ces factures. C'est une écriture qui évoque l'écriture de chancellerie des bureaux de la Maison du Roi. Donc une écriture d'Ancien Régime qui survit, et j'en avais parlé avec Olivier Poncet au moment où je travaillais là-dessus. Ce sont probablement les mêmes bonhommes qui, des bureaux de la Maison du Roi au bureau du ministère de l'Intérieur, ont commencé par rédiger des chartes que Louis XVI devait ensuite signer, sans doute, puis ils se sont retrouvés ensuite à rédiger, à mettre en page des factures pour l'internement de la famille royale, parce que, comme le professeur Poncet me l'avait dit, et c'était très joliment dit, je l'ai repris dans mon livre, après tout, il faut bien vivre. C'est tout à fait ça. Alors, qu'avons-nous ici? Oui, d'ailleurs, oui. Oui, non, on va la laisser. C'est à propos justement de cette vision de l'Ancien Régime qui peut éveiller en effet la tentation de la permanence. Eh bien, en fait, cette permanence, on la retrouve chez les Bonaparte, mais aussi dans leur entourage. Après 1795, notamment au moment où les Bonaparte commencent à tirer parti de la carrière de Napoléon, on a un réseau qui se constitue autour d'eux, et notamment autour de Joseph, le frère aîné, et on voit apparaître des personnalités assez intéressantes, des survivants de la terreur, comme certains ont pu d'ailleurs se décrire, et l'un d'entre eux, d'ailleurs, Stanislas de Girardin, le fils de celui qui avait accueilli Jean-Jacques Rousseau. Et là, c'est intéressant parce que, justement, Rousseau est tenu en vénération par une partie de la famille Bonaparte, au moins jusqu'au début de la Révolution. Après, c'est un peu différent, puisqu'ils ont pu voir qu'une application trop directe et trop radicale des préceptes rousseauistes pouvait amener des dérives tout à fait condamnables. Mais néanmoins, Stanislas de Girardin a laissé d'ailleurs de très beaux textes qui montrent le fossé existant entre Paris, la révolutionnaire, et le reste du pays, notamment Ermenonville, où il se trouve, qui n'est pas très loin de la capitale, où il explique, d'une certaine manière, que d'un côté, on a le calendrier républicain, les fêtes civiles, et de l'autre, un temps qui a continué à se perpétuer tel quel, avec les fêtes religieuses, même si elles ne sont plus fêtées de la même manière, mais cette distorsion du temps que les Bonaparte vont très bien comprendre, étant eux-mêmes originaires d'une province, et d'une province avec un statut très particulier qui est la Corse. Alors effectivement, ici, j'avais sorti une lettre de Charles Bonaparte à l'un de ses parents, et donc en fait... c'est ces correspondances qui nous en apprennent finalement beaucoup sur à la fois l'esprit courtisan dont a pu faire preuve Charles, mais aussi cet esprit d'initiative qu'il va léguer à ses enfants, notamment en donnant aux trois premiers, Joseph, Napoléon et Élisa, une éducation d'Ancien Régime. Et notamment en permettant à Élisa d'entrer dans la maison des Dames de Saint-Cyr et à Joseph de suivre des cours à l'école, au collège royal d'Autun. Donc, en fait, ces Bonaparte-là connaissent parfaitement les codes de l'Ancien Régime, et ce qu'ils ne vont pas d'ailleurs supporter, c'est que Napoléon, d'une certaine façon, vienne contredire notamment leurs projets personnels. Tout ce qui est stratégie matrimoniale et autres, ils voient une sorte d'intrusion de la part de leurs frères, alors que théoriquement la Révolution avait mis à bas les vieilles routines
familial. Cela, Napoléon souhaite le conserver. Et lorsqu'il va récupérer notamment Mariana, donc future Elisa, à Saint-Cyr en 1792, c'est aussi pour la questionner sur ce qu'on lui a appris, ce qu'elle a vu et ce qui pourrait être perfectionné. Donc comme on le voit, et je crois d'ailleurs que c'est l'un de notre avant-dernier chapitre, c'est sur la culture des Bourbons et celle des Bonaparte. Eh bien, en fait, cette culture d'Ancien Régime, elle ne s'est pas arrêtée brutalement en 1789, mais elle s'est perpétuée, elle a muté. Tout à fait. Alors, et je rebondis sur cette histoire de culture, et je reviens aussi un petit peu à ce que tu disais sur la cellule familiale, puisque ce qui apparaît également au Temple, c'est l'importance de ce noyau des solidarités au sein de la famille, et l'on retrouve ça chez les Bonaparte, et on le retrouve aussi au sein de la famille royale. On voit que Louis XVI, Madame Élisabeth, leurs enfants sont habitués à se serrer les coudes, et probablement qu'avant leur emprisonnement au Temple, ils étaient déjà habitués à cela, parce que Versailles, c'est aussi une sorte de prison dorée, où l'on vit en public et l'on doit aussi faire preuve d'une sorte de solidarité. Donc finalement, ils passent de l'enfermement à Versailles ou aux Tuileries, où ils sont observés d'abord par les courtisans, puis par les Parisiens très politisés qui les détestent et qui vont parfois même aller jusqu'à envahir leurs appartements. Là aussi, il y a une cellule familiale très forte, un noyau qui se soude et que l'on va retrouver finalement jusqu'à la fin. Évidemment, ce noyau va se défaire avec l'exécution de Louis XVI, le départ de l'exécution de Marie-Antoinette, etc. Mais on a quand même une culture qui se perpétue, qui est la culture de famille. Il y a une autre culture qui se perpétue, qui est finalement la culture des apparences, puisque à Versailles, aux Tuileries, comme au Temple, la famille royale va faire bonne figure, va se comporter selon des préceptes qui sont encore ceux de l'étiquette, des bonnes manières. Ils vont être en permanence souriants, avenants, prévenants. Donc il y a également cette façade, cette habitude qu'ils avaient à Versailles d'être impassibles et d'être toujours disposés à parler à leurs courtisans. Ça, c'est quelque chose qu'ils vont vraiment perpétuer au Temple. Et finalement, leur vie à Versailles, leur vie à la cour, cette vie de l'Ancien Régime, leur fournit des armes pour résister à cet univers carcéral révolutionnaire. D'ailleurs, ça se retrouve aussi dans le revers de la médaille, puisque Louis XVI, peu avant son procès à l'automne 1792, va être très malade, il va se mettre à cracher du sang, il va avoir de la fièvre, et la Convention va être très inquiète parce qu'on veut qu'il soit en forme pour affronter son procès, pour qu'on puisse l'interroger à la barre. Et cette maladie fait là aussi écho aux maladies à la cour, l'inquiétude que l'on pouvait avoir quand le roi était malade, et cela nous évoque aussi, enfin moi cela m'a évoqué le stress des personnes royales, qui là aussi est une des conséquences de la société de l'Ancien Régime pour les personnes royales en permanence qui vivent en public. Cela leur occasionne un stress, et c'est finalement une façon aussi de contribuer à la dégradation de leur santé. Donc finalement, la vie au Temple ne diffère peut-être pas tant que ça de celle de Versailles, en tout cas peut-être pas pour la notion de confort évidemment, mais pour ce qui est du sentiment d'être un peu prisonnier, de ne pas être libre de ses mouvements, ça explique peut-être qu'il se soit si rapidement et si facilement adapté à cette vie au Temple. Et d'ailleurs, les contemporains vont être surpris de cette forme de résignation et du fait qu'ils s'adaptent si facilement à leur enfermement. Et je termine simplement en disant que même jusqu'à la mort de Louis XVII va paradoxalement être une mort quasiment royale, puisque, bon d'accord, il meurt seul, il meurt dans des conditions sinistres, mais il va être autopsié comme l'ont été tous les rois de France après lui, et de façon étonnante, puisque on ne sait pas trop quoi faire, comment annoncer sa mort à la Convention, comment finalement se débarrasser du corps en quelque sorte. On va le veiller et le servir pendant au moins une journée comme s'il était vivant, ce qui est exactement ce que l'on faisait pendant 40 jours au moment de la mort des rois de France. Donc finalement, on retrouve l'Ancien Régime, on retrouve des éléments de la culture de l'Ancien Régime jusque dans la captivité du Temple. Donc évidemment, tout ça passe par l'écrit, parce que nous sommes dans une culture de l'écrit, et je crois que la masse des documents vous le prouve suffisamment. Et chez les Bonaparte, il y a un fantasme de l'écrit. Alors là, je vous ai trouvé un magnifique exemplaire de Moïna, la villageoise du Mont-Cenis, qui est le petit roman que Joseph a écrit à la toute fin des années 1790, qui est
très mauvais au demeurant, mais qui est l'exemplaire personnel de Ferdinand VII, donc son adversaire espagnol au moment où il devient roi d'Espagne. Donc ça a quand même un côté assez savoureux de voir que finalement on se retrouve autour des beaux objets, et en l'occurrence un beau livre relié comme celui-ci qui se trouve dans les collections de la Bibliothèque royale espagnole. Et donc, en fait, cette question de l'écrit nous amène aussi à un rapport vis-à-vis du temps. Et on avait les rapports de famille. Oh, pardon, mais ça, du coup, je terminerai avec ce rapport au temps qui, en 1795, a pu notamment faire dire pas mal de bêtises à beaucoup d'historiens par la suite. On a une lettre très célèbre de Napoléon à Joseph. C'est là où vous verrez peut-être que le travail du chartiste est utile à certains égards, dans laquelle Napoléon aurait confié à son frère son souhait d'en finir avec la vie, qui était dégoûté. En effet, Désiré Clary, à l'époque, ne lui parlait plus. Donc aussitôt, ça a suffi pour dire Napoléon pense au suicide dès 1795. En fait, non, si on lit de près la lettre, qui avait été tronquée au cours notamment des différentes édition de la correspondance. Est-ce qu'on peut juste aller du coup à la toute fin C'était celle-là, voilà, c'était celle-là. Donc voilà, l'une des lettres de Napoléon. Donc vous voyez aussi que l'écriture est complexe à lire. Donc les éditions qui ont pu suivre ont été bien entendu parfois expurgées pour des raisons politiques ou tout simplement parce qu'on n'arrivait pas à lire ce qui était écrit. Et donc cette fameuse lettre, par exemple, on oublie souvent qu'il fait référence à des propos que lui a tenu Fesch par écrit dans une autre correspondance. Fesch se trouve à Bâle, alors en 1795, Joseph est à Gênes, et la famille continue à écrire à ce moment-là, donc à se donner des nouvelles. Et les contenus des lettres sont étonnamment assez philosophiques, puisque Fesch lui a écrit notamment à Napoléon qu'à ce stade-là de leur vie, le passé et le présent ne sont plus rien et seul l'avenir est important. Et là, en fait, ça éveille quelque chose chez Napoléon qui dit, mais en fait, Fesch se trompe, parce que moi, je considère que en réalité, la vie est constituée d'une multitude d'instants. Ça, c'est très intéressant, parce que si on va voir les références auxquelles Napoléon fait allusion ici, c'est Saint-Augustin. Et Saint-Augustin, Fesch ne peut pas ignorer l'enseignement de Saint-Augustin, puisqu'il a été lui-même élève très brillant au séminaire d'Aix-en-Provence. Donc en quelque sorte, Napoléon, qui est quand même un petit côté je sais tout à l'époque, parfois même agaçant, se permet de dire à son oncle, mais en fait, nous avons notre ecclésiastique donc qui oublie son Saint-Augustin. Et lui-même dit, moi je ne ferai plus attention, si ça continue comme ça, à regarder où je mets les pieds, parce que je suis persuadé, en effet, de cette non-linéarité du temps. Il parle à ce moment-là beaucoup aussi de la notion de distorsion de l'âme, mais aussi de distorsion temporelle. C'est très important chez lui, et ça va continuer d'ailleurs à irriguer sa pensée politique, à tel point que ses frères et sœurs souvent ont beaucoup de mal à suivre ces raisonnements qui tiennent plus en réalité de la phénoménologie du temps et de l'esprit que tout simplement de considérations bassement matérielles. On leur a assez reproché d'ailleurs aux frères Bonaparte et aux sœurs de penser d'abord à leur confort. En réalité, Napoléon, dès 1795, estime en effet que l'avenir n'est pas grand-chose, que le passé est quelque chose sur lequel on peut se référer mais sans s'appesantir, et que le présent, d'une certaine manière, est tout. Et donc c'est ce rapport de l'être au présent qui, je pense, permet d'expliquer en grande partie les rapports familiaux, mais aussi la pensée qui est en train de naître de cette révolution. Ça a été assez mal compris, et souvent, malheureusement, on s'est contenté d'extraits, de citations tirées de leur contexte, mais on voit en effet toute la pensée complexe, si je puis me permettre, de Napoléon à cet effet. Et donc, c'est d'ailleurs avec ceci que je vais conclure.
Merci Vincent. Alors je vais vous dire 2-3 mots aussi parce que j'avais encore des tas de choses à vous dire. Et puis, mais on parlait de temps et on commence à manquer de temps peut-être aussi. Simplement, donc on a parlé, enfin je vous ai parlé de la famille royale au Temple, qui une sorte de cellule familiale d'Ancien Régime qui se perpétue avec cette forme de solidarité. Mais à l'extérieur, autre membre de la famille royale, Louis XVIII, enfin le futur Louis XVIII, le comte de Provence, qui a joué le jeu de cette solidarité jusqu'à sa fuite au moment de Varennes en 1791. Et ensuite, il va partir dans une toute autre trajectoire. Il va finalement tourner le dos à sa famille. Il va ne pas pleurer, ne pas être ému quand son frère va être exécuté, parce que simplement il veut récupérer le contrôle sur le parti émigré qui est un peu dispersé en Europe et dont il a du mal à assurer son autorité dessus. Finalement, que le roi meure, que sa belle-sœur Marie-Antoinette soit emprisonnée, ça l'arrange, ça lui permet à son tour de se poser comme une sorte de régent avant l'heure, alors que Louis XVII est toujours vivant. Et c'est un élément dont je me suis rendu compte en travaillant sur le Temple, c'est que effectivement, il avait été amoureux de Marie-Antoinette probablement de façon un peu confuse à la cour à Versailles. Évidemment, elle l'avait un peu envoyé bouler parce qu'il était grassouillet et pas très beau. Et ensuite, il lui en a voulu et ça a peut-être nourri aussi cette rancune. Ça explique qu'il ne se soit pas vraiment entremis, ou en tout cas très très peu et trop peu, pour faire libérer sa belle-sœur, sa sœur et son neveu et sa nièce du Temple. Simplement, il avait besoin de ce côté politique. Et là, il y a un côté très cynique. On n'est plus du tout dans la solidarité familiale, on est dans autre chose. Il n'y a plus de légitimité d'Ancien Régime non plus. La légitimité a volé en éclats. Il doit en reconquérir une autre par l'action politique. Ça implique d'abandonner sa famille, de lui tourner le dos, et il va le faire absolument sans problème et sans aucun remords. Donc c'est vraiment là aussi, il est pleinement dans la révolution, tout comme d'ailleurs les souverains européens qui ne vont pas forcément beaucoup se donner de mal pour secourir Louis XVI et sa famille, qui vont préférer déclarer la guerre à la France et penser à éventuellement à dépecer le territoire français. Donc là, on n'est plus du tout dans les solidarités familiales d'Ancien Régime, on est plutôt dans un monde du 19e siècle, un monde un peu désenchanté, conquérant, extrêmement agressif, et on est très loin finalement de une très jolie image que j'avais quelque part, non, je sais plus où elle était, sinon, ah oui, voilà, jolie image aussi d'un témoin qui a vu les adieux de Louis XVI et de sa famille. Donc là, on est pleinement dans cette cellule familiale, dans cette solidarité. On se rend compte que Louis XVI, lui, a douloureusement senti que le temps passait. Il n'avait pas une analyse aussi fine ou aussi prétentieuse que celle de Napoléon sur le temps, mais il va tellement s'ennuyer au Temple qu'à la fin, il va finir par en manquer de temps, et il va se rendre compte à la veille de son exécution qu'il lui faudrait encore quelques jours pour se préparer à la mort, il lui faudrait encore quelques jours pour réussir à faire ses adieux à sa famille, et il va lui manquer du temps à la fin de sa vie, alors qu'il a passé ces derniers mois enfermé à absolument ne rien faire. Donc c'est là aussi une attitude au temps tout à fait paradoxale. Et peut-être pas finir là-dessus, mais simplement vous dire que c'est très amusant de voir, je m'en rends compte en discutant avec toi Vincent, ces points communs entre des familles si différentes a priori, mais elles ne sont pas si différentes, puisqu'il ne faut pas oublier que Louis XVI, après tout, est l'oncle de Napoléon. Exactement. Oui, d'ailleurs, c'est une très belle conclusion de cette manière-là. En fait, il existe aussi un tout petit point de détail qui relie Napoléon au Temple. Donc, malgré tout, je peux peut-être terminer là-dessus, et qui montre aussi qu'il y a un avant et un après la terreur. C'est que la personne que fréquente Napoléon en 1795, en attendant son commandement pour l'armée d'Italie, eh bien, c'est l'ambassadeur du grand-duc de Toscane, le comte Carletti, et que Carletti, à cette époque-là, fait tout pour pouvoir rendre visite à Marie-Thérèse, la fille survivante, en voulant lui rendre les honneurs de son rang. Et que donc il se fait expulser parce que la convention, bien entendu, convention plus directoire, refuse qu'on rende des honneurs semblables à l'ancienne princesse. Mais il est intéressant et même troublant de voir que Napoléon fréquente à la même période ce personnage. De tels liens, de telles fréquentations lui auraient valu sans doute une accusation
de traîtrise ou au moins de suspicion quelques mois plus tôt. Et donc en fait, Carletti l'intéresse non pas à cause de l'orpheline du Temple, mais tout simplement parce qu'il cherche toujours à cette époque-là à faire prouver que les Bonaparte descendent bien des Bonaparte de Florence. Et donc, comme on le voit, il y a encore un lien avec la culture d'Ancien Régime, c'est que Bonaparte continue à interroger les racines et les origines de sa famille de tous les moyens possibles, y compris dans toutes les circonstances. Écoute, merci beaucoup pour cette précision et puis merci de votre attention. Je crois qu'il y a un temps de questions qui est prévu, donc on va faire circuler le micro. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est toujours la première qui est la plus dure. Merci. Je ne sais plus lequel de vous deux disiez que Joseph, Napoléon et Élisa détenaient les codes de l'aristocratie d'Ancien Régime. Or, quand on lit ce que disait ou ce qu'écrivait Bonaparte et plus tard Napoléon, on s'aperçoit qu'il est conscient d'une différence entre sa famille aristocratique et par exemple la famille aristocratique d'un Talleyrand qu'il nomme à raison de son extraction ministre des Affaires étrangères. Donc, j'avais pas le sentiment, jusqu'à ce que vous le disiez, que les trois aînés des Bonaparte possédaient véritablement les codes de l'Ancien Régime. Merci, madame. En effet, il les possède très bien, mais Napoléon va toujours vouloir renvoyer ses frères et sœurs, dit-il, à la médiocrité dans laquelle ils sont nés. Par exemple, le tableau que j'ai choisi pour illustrer Napoléon Élicien, donc le tableau de la couverture, est très intéressant parce qu'on a Napoléon avec les enfants d'Hortense, donc les enfants de Louis, les enfants de Caroline, donc et de Murat, et puis c'est tout. Les deux mères sont vraiment renvoyées tout au fond. Elles sont en train d'observer de loin ce que font leurs enfants avec leurs tontons. Et les pères, eux, sont carrément absents. Donc on voit en fait que ce tableau, qui d'ailleurs est une construction, parce qu'il n'a pas été peint, ils n'ont pas posé, ils n'ont pas pris la pose ainsi, c'est vraiment un tableau tout à fait artificiel, mais déjà représente ce que Napoléon considère comme l'avenir du système de famille. Il y a lui et il y a les enfants de ses frères, beaux-frères et sœurs et belles-sœurs. Tout le reste de la famille est évacué à son seul profit. D'ailleurs, il a choisi les enfants qui sont susceptibles un jour peut-être de lui succéder. Il n'a pas pris les filles de Joseph, par exemple, parce qu'il a ressuscité la loi salique et donc la primogéniture mâle. Mais en réalité, quand on regarde de près, Élisa passe quand même les années de 1777 à 1792 à Saint-Cyr. Donc elle suit tout le protocole de cour, elle le connaît sur le bout des doigts. Et elle estime même qu'elle ne le connaît pas suffisamment bien, puisque lorsqu'elle devient grande-duchesse de Toscane, elle va demander à Madame de Genlis, donc qui était quand même une grande spécialiste de la cour, de lui réécrire un protocole en s'inspirant de celui de Versailles, peut-être en se souvenant aussi de celui qu'elle avait pu apercevoir en tant que jeune fille de la noblesse pauvre. Quant à Joseph, il a quand même passé aussi les années 1777-78 à... pardon, excusez-moi, j'ai un peu exagéré concernant Élisa. En fait, elle est arrivée à Saint-Cyr un peu plus tard, à partir de 1784, si je ne me trompe pas. C'est Joseph et Napoléon qui sont arrivés à compter de 77-78 à Autun. Puis Napoléon est parti à Brienne. Eh bien, pendant ces années-là, eux aussi sont confrontés et apprennent ce qu'est l'éducation d'un jeune aristocrate. Alors bien entendu, ça n'a rien à voir avec la haute aristocratie, les ducs et pairs, et encore moins avec l'éducation d'un prince. C'est pour ça d'ailleurs que Napoléon est très sensible à l'éducation qui est donnée au fils, à un moment donné, le seul héritier, donc le fils de Louis et d'Hortense, le petit Napoléon, en espérant que celui-ci, finalement, reçoive cette même éducation royale qu'on destinait aux princes de la maison Bourbon, notamment.
D'ailleurs, je rebondis, c'est plus fort que moi. Je repense, d'une part, tu le dis aussi dans ton livre, que Joseph maîtrise quand même bien les codes aristocratiques, puisqu'il va être nommé ambassadeur quand même très tôt, et puis très jeune. Donc là, surtout à Rome, on a besoin de quelqu'un qui maîtrise les codes de la bonne société. Moi, ça m'a fait penser, quand tu parlais, ça m'a fait penser à ces points d'étiquette que Napoléon va dicter pendant son règne, et qui sont extrêmement savants, extrêmement précis, qui montrent une connaissance assez intime du cérémonial de Versailles et de comment il veut le faire évoluer. Il en remontre régulièrement à son grand maître des cérémonies, et naturellement la question de l'éducation. Ça, c'est pour tous les chartistes. Dans le bulletin du bibliophile, numéro 1, je crois en 1844, il y avait un long article sur la maison d'éducation des princes que Napoléon aurait voulu fonder à Versailles ou à Meudon, on ne sait pas très bien, qui aurait permis de faire assimiler ces codes non seulement aux enfants de sa propre famille, mais aussi aux enfants des autres souverains d'Europe. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, de toute façon, nous allons signer nos livres, et puis nous sommes toujours disponibles donc, pour des questions individuelles, s'il y a des personnes timides. Il y a également un libraire qui est installé juste à l'extérieur.